Bonjour, monsieur Antoine Glaser. Bonjour. Bienvenue sur le site cenepeople.com. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez vous présenter à nos internautes. Qui est Antoine Glaser? Antoine Glaser, c'est un journaliste, maintenant un journaliste, comme on dit, ancien, pour pas dire un vieux journaliste, qui a démarré il y a à peu près 35-40 ans, qui s'est spécialisé sur l'Afrique, et en particulier sur l'Afrique, avec l'Afrique et en particulier les hommes de pouvoir en Afrique, et qui a créé pendant 35 ans, j'ai dirigé une publication qui s'appelle La Lettre du continent, et ensuite j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, comment la France a perdu l'Afrique, Afrique à France, arrogant comme un Français en Afrique, et puis mon dernier livre, c'est Nos chers espions en Afrique, que j'ai publié chez Fayard avec Thomas Hoffnung, un autre journaliste. Lui, il était un ancien de rubricard de Libération. Enfin, je pense que le populisme en Afrique, il est là. Je veux dire, c'est une question de construction de la démocratie. Quand on parle du populisme, c'est vraiment une question aussi d'information, une question politique. Et c'est vrai que en Europe en général et en France en particulier, il y avait depuis la Troisième République, il y avait une structuration des partis politiques. Et à partir du moment où les partis politiques ont perdu de leur audience et ont petit à petit ont été d'une certaine façon dénaturés, et qu'il y a une mise en question par les populations de ces partis politiques, c'est là où c'est assez facile, à travers aussi une nouvelle information, à travers les réseaux sociaux, à travers où chacun maintenant peut s'exprimer. Et c'est vrai il peut y avoir ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire l'Afrique étant mondialisée alors que la France a tendance à se bunkériser. On voit qu'en Europe, l'Europe connaît des problèmes identitaires qu'elle ne connaissait pas il y a 10, 20 ou 30 ans. En ce moment, on constate que plusieurs chefs d'État africains tentent de briguer un troisième mandat, alors que depuis le discours de la boule du président Mitterrand, on a constaté des avancées politiques dans les années 90 suite à son discours de la boule. Et aujourd'hui, vous pensez que tous ces efforts sont en train de tomber à l'eau, parce qu'on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le président sénégalais, M. Macky Sall, jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à la question si c'est son dernier mandat ou pas. Donc pensez-vous qu'il y a un recul démocratique en Afrique de l'Ouest suite à ces derniers événements? Alors j'ai une analyse un peu différente, un peu iconoclaste sur ce qu'on appelle la conférence de La Baule. Je pense que finalement c'était beaucoup plus les problèmes de démocratie en Afrique, c'était aussi beaucoup plus lié à ce qu'on appelle la guerre froide, ça veut dire de 1960 à 1990, si vous aviez un système intégré politique, militaire, financier qu'on appelait la France-Afrique, avec la France qui voulait finalement en fait rester pour mieux, on disait mieux partir. La conférence de La Baule, quand François Mitterrand, qui était quand même un homme de la France d'outre-mer, a prononcé en disant une conférence en disant voilà, il y a la démocratie maintenant, il y a l'ouverture, la réunification de l'Allemagne et la démocratie dans les pays de l'Est. Il faut vraiment que secoue les cocotiers et qu'il y ait la démocratie aussi, le multipartisme sur l'ensemble du continent africain. Mais la réalité, c'était surtout, ce qui est très important, c'est l'Afrique qui s'est mondialisée à partir de la chute du mur de Berlin en 90. Le discours de La Baule, en fait, ça a appris aux chefs d'État africains à mieux gérer au niveau constitution. Ça veut dire ils ont appris aussi à instrumentaliser, à manipuler les constitutions. Et ce multipartisme, en fait, ça s'est fait. On voit bien comment un certain nombre de chefs d'État, on voit que c'est vraiment le continent où les chefs d'État sont les plus âgés, où la population est la plus jeune. C'est hallucinant. Et donc, c'est là où il y a le plus de différences. Et cette démocratie, c'est pas vraiment François Mitterrand lui-même. Il y a eu la conférence de La Baule où il a dit qu'il faut aller vers la démocratie. Et ensuite, il y a eu des conférences de la francophonie où il a bien dit aussi chacun à son rythme. Alors, à mon avis, c'est le problème de la démocratie en Afrique, c'est une exportation finalement, la France en particulier, mais comme les anciennes puissances coloniales, mais surtout la France, a exporté en Afrique son code napoléonien, tout son droit, toute sa démocratie. Mais c'est vrai que l'Afrique n'a pas encore, c'est pas emparé réellement
des problèmes démocratiques, l'a pas adapté d'une façon endogène à ses propres réalités sociales et économiques, et donc tout le monde se focalise sur les élections, tout le monde se focalise avec des chefs d'État africains. J'ai récemment vu un professeur de constitutionnaliste qui m'a dit c'est incroyable, les chefs d'État africains ils connaissent mieux maintenant les constitutions françaises que moi, ils savent très bien instrumentaliser, manipuler, ils peuvent vous créer des cours des comptes, ils peuvent vous créer tout ce qui sont les institutions de la démocratie, mais c'est pas la démocratie. La démocratie, ce sont les contre-pouvoirs, c'est l'expression entre deux élections, c'est l'organisation de partis, et sont vraiment des contre-pouvoirs à un pouvoir qui est dominant, qui tient en particulier la plupart du temps tous les médias d'État. Et donc, encore une fois, c'est quand on va dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas la conférence de la Baule réellement, c'est surtout que la démocratie en Afrique a en fait copié la façon dont les constitutions à l'extérieur de l'Afrique, et c'est vrai que les chefs d'État, la plupart d'entre eux, ne rêvent qu'à une seule chose, c'est à se maintenir au pouvoir en changeant les constitutions. Donc ils disent oui, mais voilà, c'est constitutionnel, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, et le deuxième problème, c'est que entre deux élections, on a l'impression que personne ne travaille en faveur de la démocratie. C'est-à-dire, c'est uniquement au moment des élections où tout le monde se réveille. Mais la vraie démocratie, eh ben, c'est, voilà, ce que c'est la démocratie, c'est le débat constant, la remise en question constante, avec des contre-pouvoirs. Donc vous pensez que la démocratie, elle est en recul ou Je pense que la démocratie, globalement, ça dépend de quelle démocratie on parle. La démocratie, disons, institutionnelle, elle est pas, par contre, elle fonctionne bien parce que les chefs d'État, les hommes de pouvoir, ils savent bien créer des cours des comptes, ils savent créer toutes les institutions de la démocratie. C'est un peu comme les Chinois qui allaient créer en Afrique des assemblées nationales, des parlements, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vraiment c'est soit en faveur de la démocratie. Encore une fois, c'est la démocratie institutionnelle, avec respecter les constitutions qu'on a changées, etc., ça, on sait le faire. Mais les véritables contre-pouvoirs, vraiment, ça veut dire le droit à l'expression des populations dans leur diversité, on en est encore loin. En ce moment, on voit que le djihadisme est en train d'avancer au Sahel, et les efforts du G5 Sahel ne parviennent pas à endiguer efficacement cette menace. Quelle est votre analyse sur cette situation? Mon analyse en tant que journaliste, c'est que, je vais répéter d'ailleurs ce que disent même des militaires, c'est que finalement, c'est pas du tout une question sécuritaire, c'est pas un problème, je veux dire, on n'a jamais vu de la même façon que le président Macron dit toujours que la France, l'armée française est présente dans le Sahel pour préserver les Français contre le terrorisme. Mais en fait, on n'a jamais vu un Malien ou un Burkinabé, on n'a jamais vu un terroriste sahélien intervenir en France. On voit bien que le terrorisme, les actes de terrorisme qu'il y a eu en France, c'est plutôt l'acte dans les banlieues françaises, de jeunes de banlieue. C'est pas du tout des Sahéliens ou des gens d'Afrique subsaharienne ou même du Maghreb. Donc, je veux dire, on est dans un problème dans l'ensemble du Sahel où c'est pas une question sécuritaire, c'est une question sociale, politique et économique. Je veux dire, la question sécuritaire, en fait, il n'y a pas le contre-terrorisme, ça veut pas dire grand-chose. Je veux dire, c'est une question de terreau. Ça veut dire c'est un terreau, ça veut dire que c'est l'État, c'est les États qui, pour des raisons économiques, sociales et de mauvaise gestion, abandonnent des territoires. Quand vous abandonnez des territoires, c'est évident qu'à partir du moment où vous avez des tas de jeunes qui ne trouvent pas de travail et autres, à ce moment-là, il y a des groupes armés. Et quand on parle de djihadisme, il faut quand même pas oublier le terreau social, économique, le terreau des trafics en tout genre dans toute la région, c'est aussi une période historique. Ça veut dire au moment où depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad, il n'y a plus d'occidentaux dans toute la région. Quand vous regardez par exemple une carte du Quai d'Orsay, tout est en rouge. Avant, des pays comme le Burkina Faso, c'était le pays de toutes les ONG. Il y avait 700 ONG. Il y avait toute une coopération décentralisée. Donc il n'y a plus de présence
occidentale dans toutes ces régions, c'est-à-dire plus de tourisme, plus rien. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que des groupes armés, mais encore une fois, on parle des djihadistes, mais aussi des gens qui veulent faire du trafic et autres, c'est une sorte de secteur complètement, c'est une zone totalement informelle. C'est un peu le retour du djihad du 19e siècle. Ça veut dire là, il y a une présence coloniale française pendant un siècle. Maintenant, c'est terminé. On sent que c'est comme un millefeuille. C'est cette présence post-coloniale. On parle toujours de la colonisation, mais on oublie la période post-coloniale de 1960 à 1990. C'est un peu comme la poudre. On voit que maintenant, sur le millefeuille, on retrouve les strates du djihad du 19e siècle, et on voit qu'il y a une espèce de présence aussi, de retour en même temps du passé, et en même temps, c'est vrai aussi qu'il y a tous les mouvements de wahhabisme à partir de l'Arabie Saoudite avec les écoles coraniques. Donc, ce sont pas bien évidemment des terroristes, mais il y a un terreau général d'islamisation sur l'ensemble de cette région, et surtout, il y a une mauvaise gestion de la part des États qui abandonnent leurs devoirs régaliens qui sont la santé, l'éducation dans l'ensemble de cette région. Donc petit à petit, il y a un remplacement, et contrairement à ce qu'on dit, raconte, c'est pas du tout forcément la charia, mais c'est des gens qui viennent et qui font la justice, qui s'occupent du foncier et autres. Et à ce moment-là, comme les populations sont abandonnées, eh ben au moins elles ont des gens qui régulent leur vie quotidienne. Donc du coup, c'est un problème économique. C'est d'abord un problème social et économique, c'est un problème aussi, où quand vous n'êtes pas défendu, ben vous recroquevillez sur votre identité ethnique et sociale. Et si on a vu le problème entre Peul et Dogon, par exemple, à partir du moment où il n'y a plus d'État, l'État n'exerce pas son rôle régalien de sécurité. C'est pas un problème d'armée, c'est un problème de police, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de développement. Si vous allez au grand marché de Bamako, vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui sont sans emploi, et ben ils vont bien évidemment, à un moment donné ou à un autre, être happés par des groupes armés, plutôt dans leur ethnie, par des réseaux d'abord fraternels, des réseaux identitaires et des réseaux, bien sûr, sur le plan sociologique. Nous allons parler de la fin du franc CFA dans la partie CEDEAO. Donc la fin du franc CFA a été officiellement annoncée pour cette année 2020 par le président Emmanuel Macron, en compagnie du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Comment analysez-vous cette situation? Existe-t-il un précédent historique? Alors, il n'y a pas vraiment de précédent historique, mais tout à l'heure, quand on parle j'écrivais la France-Afrique, qui était d'abord politique, militaire, financière, et c'est vrai qu'il y avait un système intégré c'était très pyramidal du temps du général de Gaulle avec Jacques Foccart. Ensuite, il y a eu cette période postcoloniale, mais il y avait quand même toujours au début des années de la postcoloniale, c'était vraiment la France qui cooptait des chefs d'État au pouvoir, et en leur disant en échange, vous nous donnez vos matières premières stratégiques. À l'époque, c'était surtout l'uranium et le pétrole. La France était virée de l'Algérie, donc elle avait trouvé des ressources pétrolières dans le golfe de Guinée, Congo, Gabon, un peu Cameroun. Ensuite, maintenant, c'est plus Nigeria, Angola, mais dans cette période, c'était vraiment les pays francophones. Et donc, il y avait cette période, ce système, il y avait l'économie, il y avait la politique et le militaire, parce qu'il y avait des accords privilégiés entre la France et ses anciennes colonies. Et puis, il y a le franc CFA qui gardait un cordon ombilical. Et c'est vrai que c'est toujours été la Banque de France qui a toujours géré le franc CFA. C'est vrai que, contrairement à ce que souvent on entend dans les milieux français, la France c'est pas du tout les Africains, même s'il y avait, qui géraient leur monnaie, même s'il y avait une banque centrale des Afriques de l'Ouest et la Banque des États d'Afrique centrale avec les deux zones de la zone franc, avec des réunions de printemps, des réunions d'automne, mais c'est quand même la Banque de France qui gérait. Je connais personnellement le bureau de la zone franc au Trésor français, j'ai jamais vu un Africain, donc ou de quelqu'un de la région. Donc c'est vrai que c'est la France. Macron, en étant très agacé de voir les sentiments anti-français, anti-CFA, à ce moment-là, dit avoir fait un geste en décidant qu'il retirait les membres français qui étaient dans les conseils d'administration des deux banques centrales du CFA, et en même temps de dire aux États africains qui mettaient 50% de l'ensemble de leurs réserves en devises au sein de la zone franc de la Banque de France, ils n'étaient plus obligés de le faire. Mais, en fait, il dit ça, mais
c'est quand même toujours la Banque de France qui garantit la parité du franc CFA. Et surtout, la façon dont ça a été, sur le plan formel, ça a été annoncé à Abidjan par Emmanuel Macron avec Alassane Ouattara, ça a beaucoup déplu aux pays de la région. Parce que les pays de la région qui sont la CEDEAO, on a l'impression, mais c'est pas une initiative française. La CEDEAO se réunit depuis des années en disant on va créer l'éco ensemble et c'est pas la France qui va driver tout ça. Et en plus, on veut pas forcément que le futur éco soit rattaché et la parité soit rattachée à l'euro, mais peut-être à un panier de monnaie. Bref, on sent que politiquement, ça a beaucoup heurté les chefs d'État de la région. On a même des pays comme le Ghana, que la France considérait comme un pays ami qui pouvait être le premier à travailler avec la Côte d'Ivoire sur l'éco façon française. Et c'est heurté. Et finalement, on voit que c'est un affrontement entre le grand Nigeria qui dit aux anciennes colonies françaises, écoutez, si vous voulez rester avec votre papa français, vous restez avec votre papa français, mais on ne créera pas l'éco ensemble, sinon vous rompez complètement avec le trésor. Donc on voit que là, il y a quand même un affrontement entre pays francophones, pays anglophones, et que la France se trouve un peu prise de court. Macron pensait faire un bon geste vis-à-vis du franc CFA, et ça s'est un peu retourné contre la France. Et donc du coup, on voit en ce moment la société civile africaine, surtout sénégalaise en tout cas pour le cas du Sénégal, très impliquée dans ce débat du franc CFA. Alors qu'il y a quelques années, c'était un débat, vraiment les gens ne parlaient pas de franc CFA. Mais aujourd'hui, la société civile a pris cette question du franc CFA sérieusement. Et vous pensez que c'est une bonne chose que les populations... Je pense qu'il y a une bonne chose, c'est de débattre, et c'est une bonne chose de poser des questions. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'économistes, des gens comme Koukou Napupko, enfin des gens qui ont remis en question le franc CFA, pas simplement sur les questions monétaires, des questions économiques, mais sur la question de la souveraineté. Et ça, c'est ça qui a fait vraiment réagir les sociétés civiles africaines. C'est la souveraineté. La monnaie, c'est une question de souveraineté. Et en soulevant le débat sous cet angle-là, on se dit, mais alors, nous, on est souverain ou c'est toujours la Banque de France qui va décider de la façon dont on gère? Parce qu'on parle du franc CFA, mais quand les ministres des Finances des pays de la zone franc, ils vont au Trésor français, on leur dit, ben voilà, il faut régler vos économies de telle et telle façon, il faut prendre langue avec le FMI, la Banque mondiale et autres. Donc on a l'impression que les États africains sont plus souverains de leur monnaie. Et ça, c'est un vrai débat. C'est un truc de fond. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans cette ambiguïté, même si la France a raison quand elle dit que ça représente pas grand-chose en termes monétaires pour l'ensemble de l'économie française. C'est pas le CFA qui fait vivre l'économie française ou les finances au trésor. Là, c'est vrai que c'est une fake news, comme on dit. Mais en termes de souveraineté, c'est vrai que c'est pas normal que ça soit pas simplement la monnaie, mais la gestion économique des pays africains soit entachée, une question de souveraineté. Là, c'est pour ça qu'à mon avis, le débat, les sociétés civiles africaines se sont emparées de l'affaire du CFA quand c'est devenu une question politique de souveraineté et pas simplement une question économique. Monsieur Antoine Blazer, votre dernier mot sur Séné People? Ah ben, je veux dire, je suis très content. D'abord, moi, c'est pour ça que je suis très content de vous accueillir, parce que pour moi, c'est très important de garder le contact avec l'Afrique réelle, parce que de plus en plus, la France est en train de se bunkériser, comprend de moins en moins ce qui se passe en Afrique. Elle a beaucoup trop exporté. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle Arrogant comme un Français en Afrique. C'est pas simplement un trait comme ça de caractère de Français. C'est vrai que la France a tellement nié les réalités africaines, elle connaît tellement mal l'histoire de l'Afrique, ses populations, ses communautés, elle ne comprend pas ce qui se passe dans tout le domaine du Sahel, du retour du djihad, etc. Et on voit qu'il y a une méconnaissance, et donc c'est pour ça que c'est très important que des gens comme vous, comme Séné Plus et d'autres, viennent ici pour pouvoir qu'on puisse s'exprimer et pas que chacun reste pas dans son blocos, on pourrait dire, dans son bunker. En tout cas, je tiens à vous remercier beaucoup. Donc, chers internautes de Séné People, notre invité, c'était M. Antoine Blazer, journaliste français, spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.